Bonjour à tous. Dans le menu de votre matinale ce mardi matin, le débat autour des enjeux de la nouvelle Cour constitutionnelle qui va être installée tout à l'heure avec les débatteurs. Nous allons, dans un premier temps, faire le bilan de l'équipe qui dépose le tablier avant de nous projeter sur les 5 prochaines années. Le débat, c'est dans une demi-heure avec l'équipe de Franck Aounou que va renforcer Théodule Nouachi. Il est juriste de formation. Demain, le monde entier célèbre la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, nos plats sont-ils sûrs et qui y veille et comment? Une série de questions à poser à Epiphane Hossou, il est directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Dans les journaux, l'actualité est au point du déroulement de la première journée de l'examen du certificat d'études primaires démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Il y a aussi cet autre sujet de l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle, comme je l'annonçais tantôt. Nous allons explorer tout de suite et rapidement ce qu'en disent les journaux dans les détails avant la revue de presse de Asiongbon Kain Asiongbon. Bonjour à nouveau, bienvenue sur l'Actu Matin. Voici donc le premier à nouveau. Nous commençons comme à notre habitude par fraternité ce matin avec cette actualité que j'avais déjà annoncée en introduction, installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, les nouveaux sages face à l'histoire. Sommet de Paris, talon Macron, un nouveau pacte financier mondial en gestation. Et puis vous avez le communiqué de Mobile Money SA avec les différentes perturbations connues ces derniers temps par la structure. Nous passons au quotidien du service public. La nation lutte contre la pollution plastique. Cap sur les emballages végétaux. CEP, session de juin 2023. Vous avez que les épreuves ont démarré sans couac. C'est un constat du journal La Nation. Passons maintenant à Matin Libre en visite en Chine. L'UP, le renouveau dans un rêve amusant. Et puis, à Bénin, coopération étrangère, nouvelle révision de la carte diplomatique, un aveu d'échec. Le chasseur info, démarrage du CEP 2023 hier. Tous les candidats régulièrement inscrits sur la plateforme Educ Master MAMP, ministère des enseignements maternels et primaires, composent la légèreté des directeurs de centre Baka et de Mongo et de Pécon dans la commune de Kandi pénalise une cinquantaine d'apprenants non inscrits. Les épreuves abordables, les candidats s'en sortent heureux. Vous avez tout le point dans le quotidien le chasseur de l'info de ce matin. Et puis baccalauréat 2023, les candidats des séries G1, E, EA et F4 planches pour la phase pratique nous apprend donc la publication. Le devoir. Police républicaine, une affaire de 145 millions agite le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou. Palmarès info, fermeture de centre universitaire dans le zoo, le promoteur de l'ISAPAB et le DGS à couteau tiré. Wenceslas Adjado dénonce une opération irrégulière teintée de violation de normes. Dabarou, formation au métier de l'audiovisuel et du numérique à Parakou. Ce Foman Dabarou inaugure ses nouveaux locaux au quartier Arafat. Nous passons maintenant à la deuxième lecture de Fraternité. Installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les nouveaux sages face à l'histoire. Sommet de Paris, talon Macron. Un nouveau pacte financier mondial en gestation. Et puis vous avez le communiqué, ça c'est le dernier titre, à la une de Fraternité. Le communiqué, disais-je, de Mobile Money SA à propos des différentes perturbations observées par la structure ces derniers temps au Bénin. Voilà donc l'actualité à la une des publications ce matin, vous l'aurez remarqué par vous-même. Les journaux sont un peu rares, comme à l'accoutumée les mardis matins, mais déjà on peut feuilleter l'intérieur de Fraternité avec cette manchette qui pourrait
bien vous intéresser. Les nouveaux sages qui sont face à l'histoire, c'est la plume de Moïse Dossoumu qui analyse un peu, hein, d'abord la configuration, je dois dire, de la nouvelle Cour constitutionnelle. Vous avez donc dans les colonnes du quotidien les visages, pour ne pas dire les têtes de ceux qui vont garder donc cette institution et garantir la sécurité de la Constitution béninoise sur les 5 prochaines années à venir. Quels sont les défis? À quoi ressemblera justement leur travail tout au long de ce temps qui leur est imparti? Moïse Dossoumu a réfléchi et a proposé son analyse que vous pouvez retrouver à la page 3 du quotidien Fraternité dans sa production de ce mardi matin. Et évidemment, le sujet est en discussion et en débat tout à l'heure avec les débatteurs que Franck Aounou va amener par ici, appuyé par le juriste Nouachi qui sera dans nos locaux, Théodule Nouachi qui sera dans nos locaux, donc, pour décortiquer un peu ce qu'il faut retenir de la physionomie de cette Cour constitutionnelle. Et puis, deuxième actualité qui pourrait vous intéresser aussi dans la parution de Fraternité ce mardi matin, c'est le point que le quotidien fait de la première journée de l'examen du CEP. L'examen a démarré hier. Le journal propose son constat dans quelques écoles de Cotonou, notamment à l'école première publique de Ménoté Nord. Et puis à Ménoté Sud aussi et quelque part à Savè où le top a été donné officiellement, en tout cas pour ce qui concerne le département des collines. On peut traverser les frontières pour aller constater au Sénégal que la tension, certes, a baissé d'un cran, mais les choses ne sont pas totalement rentrées dans l'ordre. Et Fraternité nous propose ce matin une interview d'un expert, le chercheur Paul Simon Andy, qui dirige le bureau de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba, en Éthiopie. Eh bien, pour le consultant, il confie que tout scénario qui exclurait Ousmane Sonko de la présidentielle serait porteur de violence. Achetez Fraternité à aller à la page 10 du quotidien, vous trouverez tous les détails liés justement à cette analyse, à cette interview-là. On revient sur ce plateau donc pour parler actualité. Comme je l'annonçais hier, c'était donc le démarrage officiel de l'examen du CEP sur l'ensemble du territoire national pour sa session de juin 2023. Avec la rédaction de Canal 3 Bénin, nous irons faire quelques constats. Ce sera à travers le bulletin de l'information de William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Pour nous proposer l'actualité à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. Voici le bulletin. Je l'ai dit, on commence par là. Lancement officiel de la phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires, le CEP, pour sa session de juin 2023. Dans les collines, précisément, on va là-bas. William, c'est l'école primaire publique Djaloumon à Savè qui a abrité la cérémonie. Bien sûr, le service a été assuré par le secrétaire général de la préfecture à ce lancement. Il avait à ses côtés le directeur départemental des enseignements maternels et primaires, bien d'autres cadres et représentants des associations de parents d'élèves faisaient partie de la délégation de lancement officiel. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounan. Voilà ainsi lancées les épreuves écrites du certificat d'études primaires et CEP session de juin 2023. Après 9 mois de cours assidus et acharnés, le moment est venu d'évaluer les apprenants sur les connaissances et notions acquises. Dans le département des collines, c'est le centre de composition de l'école primaire publique Djaloumon à Savè qui a abrité le lancement officiel de l'examen. Les enfants sont sereins, ils sont tous arrivés à l'heure, comme indiqué. Nous les avons conseillé de bien travailler, de faire en sorte qu'ils lisent bien les copies et répondre aux questions posées. Travailler sereinement comme s'ils étaient à l'examen blanc et la réussite sera au rendez-vous. Merci à tous les enseignants. C'est l'heure d'évaluation. Tout ce qu'ils ont enseigné à nos chers enfants. Je crois que d'ici un mois, la commune de Savè sera première au niveau départemental
tout au moins. Selon les statistiques, 14 785 candidats, dont 6 951 filles, sont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire dans les collines. Ils sont répartis dans 111 centres contre 778 sur le territoire national. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des différentes phases de la composition. L'essentiel a été dit à ses collègues identifiés, chefs centres. Toutefois, nous pour réitérer, puisqu'il n'est jamais trop tard de reprendre. Alors, nous, comme conseil, c'est qu'ils respectent les instructions. Les restrictions à eux données, qui se trouvent également sur des paquetages, dans les paquetages, j'allais dire, qu'on leur a remis en son temps. Donc, que chaque CC, c'est-à-dire chef de centre, veille au respect strict des instructions officielles données par l'autorité. Aux enfants, nous leur avons prodigué des conseils allant dans le sens d'éviter tout comportement pouvant leur causer des problèmes, c'est-à-dire éviter les tricheries, qu'ils fassent pouvoir être en retard, munis de leur carte d'identité, afin de pouvoir bien composer dans de bonnes conditions. Démarré ce lundi 5 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire, la session unique du CEP cette année va prendre fin le jeudi avec les épreuves sportives. Vous retrouvez dans nos prochaines sessions d'information les détails des lancements officiels dans les autres départements du Bénin. Autre volet de l'actualité nationale, le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchané, était ce week-end en visite de travail dans le département des Collines. Il s'est rendu à l'usine de riziculture de Glazoué, qui a signé d'ailleurs une convention avec le gouvernement pour promouvoir la production et la consommation des produits locaux. Les précisions. Descente du ministre Abdoulaye Biotchané sur le site de production du riz à Glazoué dans le département des Collines. C'est pour constater le bon fonctionnement de cette entreprise que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'est lui-même rendu sur le terrain. Voir comment tout le processus s'est intégré au bénéfice d'abord de nos paysans, au bénéfice de nos compatriotes qui sont utilisés et employés ici comme des travailleurs dans les usines. Et surtout voir comment toute cette chaîne de production de riz est intégrée. Présentation des différentes activités de la chaîne de valeur riz et les ambitions de l'usine à l'autorité par les responsables de l'entreprise. La délégation ministérielle a ensuite eu droit à une visite guidée des différents compartiments de cette usine. Une chaîne de production importante qui va se construire d'ici quelques mois. Et donc, c'est important pour nous de voir comment cette entreprise va évoluer, comment elle va prospérer éventuellement, et surtout comment ce qui a été convenu avec elle se réalise. Évidemment, les aider dans les difficultés qu'ils rencontrent. La visite du ministre d'État au sein de l'entreprise Premium Rice Mill Industries n'est pas anodine. Satisfait, Abdoulaye Biotchané rassure les responsables de l'entreprise de la disponibilité du gouvernement à les accompagner. Et ceci va dans l'ambition de l'État de faire de la filière riz un levier de développement. De retour à Cotonou maintenant, où plusieurs personnalités étaient au cabinet du président du Conseil économique et social hier. Il s'agit du président du Conseil économique et social environnemental du Gabon et du vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Ils sont venus s'enquérir de l'expérience du Bénin sur les grandes questions actuelles liées aux enjeux économiques et sociaux. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à la presse. Suivant. Au terme de mon séjour, j'ai souhaité lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour l'accueil et surtout toutes les attentions dont ma délégation et moi-même avons été l'objet durant notre séjour. J'ai profité également de cette audience pour échanger avec lui sur l'avenir de nos institutions communes, nos CS en Afrique et notre participation à l'UCESIF. Il fallait que nous partagions un peu nos points de vue, qu'il y ait des convergences
parce qu'il y a des enjeux qui s'annoncent, notamment la prochaine COP. Il m'a paru tout à fait indiqué de connaître le point de vue du président du Conseil économique et social du Bénin, pour qu'ensemble nous préparions nos positions, les positions communes que l'Afrique pourra défendre dans les instances internationales sur les questions environnementales. Nous avons tenu à transmettre les salutations de notre président et de remercier aussi le président pour l'organisation impeccable de l'Assemblée générale de l'ICESIF, mais aussi de la conférence qui a porté sur la gouvernance de l'eau. C'est autour de ça que nous avons échangé, mais aussi profitant de l'expérience du Bénin en matière de gestion du Conseil économique social. Ça fait plus de 30 ans. Nous sommes encore une organisation jeune au Congo avec pratiquement 7 ans d'existence. Donc c'était normal de pouvoir capitaliser l'expérience du Bénin et de transmettre la demande de la RDC pour un partenariat plus nourri entre nos deux institutions. Tanguy, c'était le bulletin de l'info. William Klika, merci beaucoup pour le service. À tout à l'heure pour parler de l'actualité avec votre opinion sur la configuration et les défis qui attendent la nouvelle Cour constitutionnelle. Elle sera installée aujourd'hui même devant le chef de l'État et le bureau, les membres du bureau de l'Assemblée nationale. À tout à l'heure, William. À très vite. À votre bulletin succède un autre, celui-là de l'actualité des sports. Ce sera avec Ali Moumouni, déjà installé. Allez, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, voici Sport Matin sur l'Actu Matin. Ali, aujourd'hui, c'est le grand jour. Le sélectionneur des Guépards du Bénin annonce sa liste des 23 pour le match contre le Sénégal. Ce sera à Cotonou. Oui, c'est l'ultime rencontre, un tournant décisif et si vous voulez, un match qui va permettre donc au Bénin de prendre une belle option pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Bien entendu, la compétition qui se déroulera en 2024. Ce matin, donc, à environ 2 semaines de cette explication, le sélectionneur des Guépards va dévoiler sa liste de 23 joueurs. À ce propos, nous avons tendu notre micro à des analystes sportifs pour recueillir leurs attentes par rapport au choix du technicien franco-allemand. Quel profil de joueur faudra-t-il pour affronter les Lions de la Teranga qui sont en forme? Sur le sujet, les avis sont mitigés. Suivez. Nous voulons aller en Côte d'Ivoire. Et quand on veut aller en Côte d'Ivoire, et on sait là où nous sommes actuellement, c'est encore du chemin pour nous. On a encore du chemin. C'est vrai que nous sommes habitués à des calculs d'épicier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À chaque éliminatoire, le Bénin fait des calculs. Si à chaque fois. Donc on est face à la même situation. On est devant les mêmes faits pratiquement. Nous avons 4 points, même nombre de points que le Mozambique dans notre groupe. Le Sénégal déjà qualifié, donc il reste une place à prendre pour 3 nations parce que le Rwanda n'est mathématiquement pas encore complètement sorti de la compétition. Donc tout ça réuni, je pense que la première attente, c'est d'amener le technicien à pouvoir mettre la main sur les jeunes très en forme actuellement. Quand je dis très, c'est un peu suspicieux pour un Bénin qui n'a pas forcément de grands joueurs, mais qu'on puisse avoir la liberté de sélectionner ceux qui peuvent aller au combat. On n'a pas de grands joueurs. Le peu qu'on a, qu'il y ait un peu de la qualité dans la sélection. Le Bénin n'a pas de Sadio Mané, le Bénin n'a pas de Achraf Hakimi, le Bénin n'a pas, ces grands joueurs sur le continent africain. On est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais il faut qu'on appelle vraiment ceux qui peuvent défendre. Et ça, l'appel doit aller directement au niveau de nos dirigeants, la fédération, le ministère. Moi, j'aurais souhaité, comme première attente, que l'entraîneur ait la liberté de travailler, qu'on lui laisse la main, parce que c'est de ça qu'il s'agit chez nous ici. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? On oblige l'entraîneur à prendre X ou Y, parce qu'on sait ce qui est derrière une sélection. Bien sûr, il y a longtemps, on faisait cette lutte, essayer d'éliminer les anciens, de faire avec les jeunes. Mais alors, nous parlons si l'objectif est de se qualifier, je pense qu'il faudra faire avec des gens qui ont une certaine expérience. Évidemment, je ne compte pas ces gens qui, même s'il y a l'expérience aujourd'hui, ne méritent même plus d'être dans le 11 ou bien peut-être dans cette liste, puisqu'il en a tellement fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus beaucoup attendre de lui. Cette liste, j'attends plus de rôle, que ce soit une liste mixte.
qu'on donne la chance aux jeunes. Même si on sait que l'objectif c'est de pouvoir gagner, il faut aussi miser sur ces jeunes-là qui vont se donner à fond pour peut-être, pourquoi pas, essayer dans les prochains jours, dans les prochains mois, de mériter cette place-là dans cette sélection. Donc je pense que le mieux, c'est de pouvoir faire une équipe mixte. On en a crié, on a parlé, on a dénoncé sur tous les toits. Il faut donner la chance aux jeunes. Quand vous ne donnez pas la chance aux jeunes, vous ne pouvez pas savoir de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, dans notre sélection, on a montré qu'en réalité, pour jouer au football, il faut miser sur les forces du moment. Et les forces du moment, c'est plus dans la jeunesse. Ce n'est pas les vieux qui ne jouent plus, j'allais dire, en club. On a vu le Sénégal qui a quand même sorti Salis et il n'a pas fait confiance à un gardien qui, entre-temps, a fait le beau jour de Chelsea, qui aujourd'hui n'est pas dans cette ligue parce qu'il n'est pas titulaire dans son club. Donc il faudrait oser aussi aller dans ce sens et miser sur des jeunes, pourquoi pas, qui sont en championnat, qui jouent régulièrement, qui performent, et essayer de miser avec les anciens autres qui sont encore en activité, qui apportent beaucoup à cette sélection pour pouvoir porter l'équipe nationale très haut. Moi, je crois que Guénoro, s'il veut faire des résultats, il a intérêt à beaucoup plus miser sur des joueurs qui vont venir. D'ailleurs, surtout pour le côté technique et tactique, parce que le niveau, c'est beaucoup plus que le niveau du Bénin. Et l'autre chose, c'est qu'il peut déjà faire confiance à quelques deux joueurs ici qui évoluent au plan local. Parce qu'on en a vu, il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent peut-être apporter quelque chose. Je ne dis pas qu'ils seront, je ne veux pas citer de nom non plus, je ne dirai pas qui seront d'office titulaire, mais on a eu le temps de voir les matchs de la Super League Pro. Il y a quelques jeunes qui ont essayé qui ont tapé dans les yeux, dans nos yeux, parce qu'on a vu des matchs également à la télé. J'espère que Guénoro est en train de suivre. Il sera choisi. On va lui laisser le temps, mais juste il faut que les supportrices et supporters soient patients. Si on veut construire, on doit devoir être patient. Le Bénin était derrière le village. On n'est pas encore arrivé au village. Il faut qu'on soit patient en termes de football. Il ne faut pas qu'on cherche le biseau, le résultat spontané. On ne peut pas l'avoir, c'est impossible. Comprenez l'histoire du Sénégal, vous aurez le temps de voir. Ils ont pris du temps, ils ont compris, ils se sont posés des questions, ils ont tracé des lignes, ils ont suivi. Aujourd'hui, ça donne des résultats. Allez, Tanguy, voilà. Merci. Pour ce qui concerne les Ali, nous sommes mardi, le document de la semaine. Vous avez fait focus sur le football féminin. Depuis 3 ans, on remarque de plus en plus les formations féminines de football du Bénin dans des compétitions internationales. Après les cadettes, les seniors, les scolaires et même les clubs, ce sont les Amazones de moins de 20 ans qui ont participé du 20 mai au 2 juin passé à la première édition du tournoi de l'UFOA en section B-Dames. Le Bénin a terminé 4e de la compétition, certes, mais les filles n'ont pas fait piètre figure pour une nation comme le Bénin qui vient à peine de se lancer. C'est la preuve que le football féminin a de l'avenir, en tout cas à Cotonou. Mais que doit-on faire pour atteindre le haut niveau? C'est ce que nous allons découvrir dans ce document que vous avez réalisé. Face au Burkina Faso, pour la petite finale de la première édition du tournoi UFOA B des dames de moins de 20 ans, les Amazones se sont inclinées sur le score de 2-1. Elles terminent ainsi 4e de la compétition sur les 7 nations participantes. C'est une première. Je pense qu'on ne va pas trop discourir. C'est une participation première et quand on sait que notre championnat n'a qu'à peine 3 ans, face à des nations bien connues dans le foot féminin sur le continent, telles le Nigeria, le Ghana et même la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout ça, je pense que c'est une participation qu'on ne va pas jeter tout de go. On va saluer quand même la prestation de nos filles. Beaucoup parmi elles sont à une première d'une compétition hors du territoire. C'est un essai qui, ma foi, est concluant parce qu'on a fini de toutes les façons 4e sur cette nation. C'est une équipe que j'ai trouvée quand même très convaincante. Pour dire la vérité, il n'y a pas beaucoup d'années, on a commencé avec le football féminin, même si entre-temps on a eu tellement de crises. Je crois 3 ans pour la 3e saison consécutive où nous jouons au football féminin. On peut être satisfait de ce qui se fait et de ce qui s'est fait, ce que j'ai vu pendant pour les jeunes filles de moins de 20 ans. Pour leur participation, les jeunes filles béninoises ont disputé 4 matchs. Logées dans le groupe A, elles ont perdu 3-0 face au pays hôte, le Ghana, et se sont imposées 5-2 à la Côte d'Ivoire. En demi-finale, elles se sont inclinées face au Nigeria sur le score de 3-0. En somme, les performances des Amazones U20 se résument à 4 matchs, 3 défaites, 1 victoire
pour 8 buts encaissés et 6 marqués. Pour d'aucuns, l'objectif pour nous serait de nous qualifier pour une première Coupe d'Afrique des Nations des U20. Mais c'était un peu difficile d'avoir les gros pédigrés en face, notamment le Ghana, le Nigeria et même le Burkina Faso qui a une très belle équipe. Vous savez, les Béninois ont réussi quand même à battre la Côte d'Ivoire, ce qui serait peut-être pas le cas il y a cela 2 ans. Ça montre un peu l'évolution de notre championnat, cette régularité depuis quelques années. L'aventure du football féminin béninois, nouvelle version, a démarré depuis 3 ans avec le championnat national de la catégorie. Plusieurs équipes se sont engagées et à la retombée, la mise en place des différentes équipes nationales dames. Il faut dire qu'on est sur la bonne voie. Il va falloir continuer à pérenniser le championnat et surtout mettre l'accent sur des regroupements spontanés. C'est-à-dire regrouper un tant soit peu les filles de la tranche de 17-18 ans, ne serait-ce que 2-3 fois l'année, ou les prendre sur un mois, voire 2 semaines, lors des périodes de vacances, à l'arrêt surtout du championnat, histoire de leur permettre de revoir encore les notions de base. Parce que c'est ce qui nous manque pour le moment. Et l'autre chose, vous savez, il n'y a pas la présence du Bénin quand on parle de tournois, de centres de formation au niveau des filles. Vous connaissez combien de centres de formation qui s'occupent à temps plein des filles ou qui participent à des tournois de détection et tout? Il n'y en a pas. Donc le Bénin est à l'école du championnat féminin et le Bénin est à l'école de son football féminin. Il est évident que le Bénin ambitionne de faire du football féminin une discipline majeure au plan national. En témoignent les initiatives prises au cours de ces dernières années. Si les jeunes filles de moins de 20 ans viennent de s'essayer à la première édition du tournoi UFOAB, les autres catégories ont déjà eu aussi un début d'expérience. L'équipe A a participé aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et les cadettes à celle de la Coupe du Monde. On a vu ce que le Bénin a fait, le Bénin d'hier, le Bénin d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une différence. Donc, pour apprécier le football féminin, si on ne baisse pas les bras sur la lancée sur laquelle nous sommes actuellement, l'effort qui est fait actuellement, si on ne baisse pas les bras, j'ai l'assurance qu'on va grandir. Sinon, le Ghana, le Nigeria ne se sont pas levés un petit matin pour être des grandes nations de foot féminin. Les gens ont travaillé dur pour être là où ils sont aujourd'hui. Donc, je pense que si on poursuit dans la même logique, avec ce qu'on est en train de voir actuellement, le foot féminin a de l'avenir chez nous au Bénin. C'est comme une première fois que je suis assez satisfait de ce qui se fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on a commencé avec le football féminin. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a de la valeur. Il fut un temps où c'est les Nigérianes qu'on nous amenait, où quand vous allez au terrain, vous ne pouvez pas voir des Béninoises de souche qui pratiquent le beau football. Mais aujourd'hui, on peut citer des noms, que ce soit des noms fonds, Bariba, Dindi, tout ce que vous voulez. Mais des jeunes filles qu'on sent réellement que c'est des filles béninoises qui pratiquent du football. Il y a la précocité, il y a aussi du talent. Et donc je pense qu'avec ce qui se fait depuis un certain temps, on peut être satisfait du résultat, quoique nous avons encore des années devant nous. Plusieurs initiatives, telles les classes sportives, favorisent la détection des talents locaux chez les dames. Mieux, la Fédération béninoise de football a lancé la saison de la 3e division avec uniquement des joueuses de moins de 17 ans. Une décision qui manifeste l'ambition de créer un vivier pour les équipes de l'élite au cours des prochaines années. On a un bel avenir devant nous en parlant du championnat féminin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération béninoise de football a lancé le championnat départemental au niveau des filles, et ce sont bien sûr les catégories U17, donc c'est les moins de 17 ans qui jouent, et là c'est la D3 au niveau des départements, on en a 12 au niveau des ligues, on a 12 ligues, donc désormais on a lancé le championnat des filles au niveau des moins de 17 ans. Et vous comprenez qu'à ce niveau, il n'y a pas d'étrangères. Il n'y a pas de filles venues d'ailleurs qui jouent à cette étape-là. Ce qui veut dire que dans les années à venir, si c'est pérennisé, ça veut dire qu'on aura un vivier ou un gobelet de joueuses typiquement béninoises avant d'aller chercher la 2e division. C'est désormais une course contre la montre pour le mouvement sportif béninois et les autorités à divers niveaux. À cette étape, ils sont beaucoup attendus sur le chantier de la formation. Parce que quand on prend la carte footballistique du pays, je pense qu'il y a beaucoup de centres qui forment les garçons et il n'y en a pas pratiquement pour les filles, alors qu'on veut avoir des résultats à l'avenir. Heureusement, nous avons un gouvernement, nous avons une fédération, une équipe fédérale ambitieuse. On a pris la décision de construire un centre féminin. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, mais on ne va pas rester sur les paroles. Il faut qu'on aille avec les actes. Il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que l'attente soit longue. Il faut qu'il y ait quelque chose dans les médias pour que la formation démarre très tôt.
Nous avons de la chance que quand nous avons commencé, ça a pris réellement parce que je me rappelle, il y a à peine 2 ans qu'on a commencé avec le championnat scolaire. On a vu quand même les jeunes filles qui étaient allées du côté de la Côte d'Ivoire où elles ont remporté le championnat scolaire de leur zone. Après, même si elles sont allées du côté de l'Afrique, il n'y a pas eu grand-chose, mais on a constaté quand même que c'est les jeunes filles qui avaient de l'envie. Et donc, je pense que si on va vers la formation à la base, on essaie de s'impliquer un peu plus pour ces jeunes filles. Et quand vous prenez, quand je pense un peu plus, je vois un peu plus ce qui se fait aujourd'hui au niveau du championnat. Vous avez 18 clubs en D1, 18 clubs en D2, il y a une cinquantaine de clubs en D3. Donc ça veut dire que la mayonnaise a un peu pris. Donc il faut essayer d'aller sur cette lancée. Maintenant, il y a un souci. Il y a un souci dans le format pour l'avenir. Pour l'avenir, soit on joue en linéaire, on prend un risque, on met assez d'argent au niveau de la première, de la deuxième division, pour pouvoir, une fois la promotion faite au niveau de la 3e division, avoir des filles qui sont déjà plus ou moins aguerries avant de jouer la première division. Soit on continue dans ce format où on aura un peu de soucis quand on voit un peu le niveau, parce que tel que c'est joué, c'est pas groupe, et c'est comme si c'était à la va-vite. J'aurais voulu qu'on joue en linéaire, ça va aider beaucoup plus les filles. L'avenir du football féminin est prometteur au Bénin. Le premier pas est posé, l'ambition y est, et il ne reste que les actes qui doivent suivre. Voilà, Ali Momoni est un très bon document qui résume un peu l'actualité et le niveau du football féminin à Cotonou. Oui, il faut retenir tout simplement qu'il y a de l'avenir au niveau de cette discipline et déjà en 3 ans, on est déjà à ce niveau. Ce qui reste à faire, comme je l'ai bien précisé dans la chute, il faut que les actes suivent maintenant. Puisqu'il y a eu des promesses pour la construction des centres de formation pour le football féminin, je crois que si les autorités à divers niveaux s'y mettent, je crois qu'on atteindra l'objectif à court et moyen et long terme. Merci à vous. À demain. C'était avec vous Sport Matin. Vous passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer rapidement une transition, le temps de recevoir par ici un tout premier invité sur ce plateau. C'est Jean-Marc Guillaume. Il est notre invité ce matin. satisfaction guaranteed, baby. You are shouting, girl, not a baby. Give me a chance of it. Test le micro. Bang, bang. Loco, loco. You ready, girl, bounce, me loco.
Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. De retour en studio après quelques soucis techniques, je vous annonçais tantôt notre invité ce matin, Jean-Marc Guéhoz. Monsieur Guéhoz, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes producteur, artiste, chanteur, vous êtes grand acteur dans le monde du showbiz. Bienvenue à Cotonou, au Bénin, bienvenue surtout sur Actu Matin pour parler avec nous de l'ensemble de vos projets. Oui. Dans le secteur. Alors, les soucis fondamentaux auxquels sont confrontés les artistes aujourd'hui, notamment en Afrique, vous le savez, c'est la maîtrise et le contrôle de la diffusion de leur production. Vous êtes producteur, vous qui proposez une compilation de production artistique pour la diffusion. Quelle est la garantie, la protection que l'on a aujourd'hui, je dois dire, de production des artistes sur le continent? Sur le continent africain, disons qu'il n'y a pas de spécificité générale, c'est-à-dire qu'il faut prendre cas par cas. Le cas du Nigeria n'est pas le même cas que le Bénin. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de pays africains ont compris que derrière la musique et la culture se cache une économie florissante pour certains pays, comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là qui ont depuis longtemps compris que derrière la musique et le système artistique se trouve une manne d'argent. Donc nous, on fait des investissements et on travaille de Paris, mais toujours sur la musique afro-africaine et sur la généralité de l'Afrique d'une façon globale, c'est-à-dire qu'on a une vision globale de l'Afrique.
Le but, c'est de développer la musique africaine, c'est de développer les artistes africains, c'est de faire connaître aussi la culture africaine. Et aussi, il ne faut pas se mentir, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Okay. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus à Cotonou. C'est pour voir un peu la manne artistique. Et je vous assure qu'elle est vraiment riche. On en parlera dans les détails tout à l'heure. Mais depuis Paris, comment est-ce que vous voyez un peu la production locale des artistes? Je trouve qu'il y a une sorte de virage. C'est-à-dire que depuis Paris, ce qu'on voit, c'est que la musique africaine, dans sa généralité, pendant un moment, elle était très... le regard était dirigé vers plutôt la métropole, plutôt vers l'Occident. Alors que je trouve qu'il y a un vrai retour vers les racines. On voit de plus en plus dans les clips des choses très ethniques, avec chacun un peu veut montrer, montrer son ethnie, veut montrer un peu ses origines, et je trouve que c'est très valorisant pour l'Afrique. Alors je le disais, vous êtes à la tête d'un label, le Kaboom Zik. Kaboom Zik. Qu'est-ce que c'est? Alors Kaboom Zik, c'est ce qu'on appelle un GIE, un groupe d'intérêt économique, qui regroupe 2 labels de production. C'est-à-dire qu'il y a mon label qui s'appelle Infinity Prod, et le label de Alsanko, monsieur Alain Gassama, qui a son label qui s'appelle Caprod. On a fusionné ces 2 labels pour faire un groupe intérêt économique pour pouvoir investir dans la musique et augmenter l'investissement. Et quel est son objectif? Son objectif, c'est de développer la musique africaine, de découvrir les nouveaux talents de la musique africaine, les talents émergents, et de pouvoir essayer, sur tous les pays, d'essayer de trouver un consensus pour que l'Afrique, dans sa généralité, puisse avoir un système de production aussi compétitif que les États-Unis ou que même aujourd'hui la Corée. Pourquoi pas. Et l'un des projets sur lesquels vous bossez, pour utiliser un peu le jargon du milieu, c'est la conception des compilations. Et le premier bébé, c'est déjà Aphrodisique. Aphrodisique. C'est quoi sa philosophie? Alors, la philosophie d'Aphrodisique, c'était de faire, d'aller sur tout le continent, d'essayer de repérer des talents et d'essayer de monter à travers ce label-là, découvrir les jeunes talents, investir et puis monter aussi des sortes de satellites dans tous les pays africains. Le but, c'est d'avoir un satellite, un représentant dans chaque pays africain qui puisse repérer les talents et sur lesquels on va faire des comités d'écoute et décider d'investir ou de ne pas investir. Et c'est cela que vous allez faire à Cotonou maintenant que vous êtes là? Voilà, exactement. Alors comment ça va se passer à Cotonou? On a rencontré déjà monsieur Listenbola qui est originaire du Bénin. On a rencontré 2-3 artistes de la musique béninoise. Et on continue d'essayer de rencontrer les gens, de faire des castings. On va vers les gens et puis ces gens-là sont repérés. Après, on prend contact. Et puis le but, c'est soit de les faire venir à Paris pour enregistrer, soit d'enregistrer dans les studios de Cotonou, et puis d'essayer de monter des projets. Voilà. Oui, mais la première chose qui intéresse l'artiste, c'est vrai, c'est sa promotion, mais c'est aussi que ce qui en sort lui permet de vivre de son art. Voilà. Qu'est-ce qu'il gagne? Alors, voilà encore une deuxième difficulté qu'on essaie de relever en Afrique, c'est-à-dire que quand on est à Paris, quand on est aux États-Unis, quand on est dans un pays occidental, il y a toujours des structures qui récupèrent les droits des artistes, les droits SACEM de composition, les droits d'auteur, et puis la partie édition. Et en Afrique, c'est très compliqué. La structure administrative n'est pas debout, les racines et la fondation n'est pas... Oui. Voilà. C'est-à-dire que les artistes se trouvent face à eux-mêmes. Souvent, ils n'ont pas d'investissement. Il n'y a personne qui veut investir. On n'a pas de contact avec les sociétés à travers des partenariats. C'est-à-dire qu'en Occident, un artiste qui veut réussir, il y a des sociétés qui décident de miser sur son image. Il représente la société et après, la société fait partie de tous les supports promotionnels de l'artiste. En Afrique, c'est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ce filet, ce réseau entre les sociétés, les artistes. Alors, qu'est-ce que votre groupe fait? C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On s'est déplacé, on a eu des rendez-vous avec 2-3 sociétés béninoises. On essaie de voir comment ils peuvent participer, aider les artistes béninois. On regarde avec les artistes béninois comment ça va se passer pour pouvoir qu'ils soient rémunérés par rapport aux droits d'auteur et aux droits de composition. Est-ce qu'on est vraiment obligé en Afrique de passer par une société qui est française, qui s'appelle la SACEM, pour pouvoir toucher des droits? Est-ce qu'il y a toujours besoin d'un sorte de flic ou de maton français qui doit regarder, avoir un regard? Voilà, exactement. Je pense qu'en tant qu'Africain et entre Africains, on peut essayer de s'entendre et de trouver un système pour que les artistes
puissent enfin toucher leurs droits et pouvoir réinvestir dans la musique. C'est ce qui va faire une grande musique et c'est ce qui va faire du Bénin un pays où, quand on parlera des artistes béninois, voilà, ça amène aussi du tourisme, ça amène aussi beaucoup de choses, beaucoup de regards sur le pays, ça amène de l'argent. C'est là qu'il faut vraiment comprendre qu'à travers la musique, c'est pas seulement l'artiste, c'est un regard du monde sur le pays. Et ça amène de l'argent. Absolument. Voilà. Vous passez combien de temps à Cotonou là? Alors, 8 jours. 8 jours. Vous êtes presque à la fin? Oui, il nous reste encore 2 jours. 2 jours. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Est-ce que vous avez un mot pour finir? Pour finir, on souhaite au pays de vraiment avoir un regard sur ces artistes et de promouvoir ces artistes et de les aider. Et puis un petit dernier coucou à des gens magnifiques qui nous ont reçus, Sergio Bocco, aussi Morel, pour tout ce qui s'est passé, la façon qu'on a été reçus, la gentillesse des gens, l'ouverture du peuple africain. Et ça nous touche toujours. C'est costaud ça. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous vos téléspectateurs qui nous regardent. Du courage à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer les débatteurs autour de la question du débat sur Actu Matin ce mardi, ce mardi 6 juin 2023. On va parler de la nouvelle Cour constitutionnelle. Donc ce matin, on va discuter de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, c'est aujourd'hui qu'il est prévu l'installation de la 7e mandature de cette institution qui veille à la sûreté et la sécurité de la Constitution béninoise. Et ce matin, donc, on va parler des 5 prochaines années au regard de la configuration de la nouvelle équipe. Déjà en studio et installé, Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric Guédénon, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, la Cour constitutionnelle, 6e mandature, finit son travail aujourd'hui. Cette institution a 2 rôles fondamentalement. Veiller à préserver la Constitution et deuxièmement, protéger la liberté. On va commencer déjà par le tout premier, sur la Constitution. Eric, vous pensez qu'on a vraiment travaillé là? Oui, absolument. Nous avons, les membres de la Cour qui sont en train de finir, ont travaillé. Nous les avons vus sur pas mal de chantiers, la plus récente quand il était question. Pour les élections législatives, il fallait justement voir dans quelle mesure les partis d'opposition, notamment les démocrates, ça a été une lecture qui non seulement a apporté une certaine vitalité dans notre démocratie qui a été très appréciée. Cela reste un bilan qui est à l'heure actif et c'est dans cette logique que nous pouvons souhaiter que la nouvelle équipe qui s'installe aujourd'hui, qui prête serment devant le président et puis les membres du bureau de l'Assemblée nationale puissent également s'assurer de ce que leur présence, ce n'est que pour dire le droit et véritablement en conformité avec notre Constitution. Et ceux-là, ils sont beaucoup attendus parce que nous avons un peuple de plus en plus mûr, n'est-ce pas, qui a un regard sur l'ensemble des mécanismes, n'est-ce pas, de notre démocratie. Et quand on se heurte, n'est-ce pas, à des questions de complicité, on se heurte à un peu de favoritisme, eh bien, cela ne plaît pas du tout à l'opinion. Franck? Allez, moi je pense que ce n'est pas du tout une messe à faire. Hein. J'avoue que lorsqu'on parle des membres de la Cour constitutionnelle, moi j'ai toujours eu du respect pour ceux qui ont transité par là. Et je pense que sur
la sécurisation, puisque vous avez employé le premier volet, c'est surtout garder notre constitution intacte et surtout vierge. Non, pas vierge. Enfin. Parce que si on la viole. Si on ne devait pas violer ou garder vierge, il n'y aurait pas de coup constitutionnel. C'est parce qu'on sait qu'à des moments donnés, il y aurait des attentes, il y aurait des velléités de ne pas vouloir appliquer les dispositions qui sont contenues, qu'on a mis en place une équipe. Est-ce que l'équipe qui sort là a été suffisamment vigilante, à votre avis? D'abord, ce n'est pas l'équipe qui a commencé le mandat qui l'a terminé. Nous avons eu d'abord le président Joseph Diogbenou, qui ensuite a été remplacé par le président Amouda avec d'autres membres de la Cour. Moi, je pense que l'équipe a fait de son mieux, puisque jusque-là, nous n'avons pas eu d'incident majeur qui découle de la non-application des dispositions de la Constitution. Il y a eu un effort. Il y a eu un effort de veille qui a été assuré par l'équipe de Diogbenou, ensuite l'équipe de Razaki Amouda. Moi, je pense qu'il faut tout simplement reconnaître le mérite de ces sages. On a eu, à l'occasion de cette mandature, beaucoup de sollicitations, beaucoup de recours déposés, mais surtout, et dès l'entame de la mandature, beaucoup d'innovations avec les audiences publiques, par exemple, William. On doit dire que c'est positif ou négatif? Je commence par dire que, comme Franck, cette cour nous a fait voir de belles choses, des innovations, comme vous l'avez dit, et nous a fait voir aussi des choses moins bonnes. Sur la publicité des débats, moi, je pense que c'était une innovation bonne parce que depuis 1993, depuis la cour Elisabeth Poyon, le principe du contradictoire était établi dans les décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Et vous savez, notamment, je pense à la décision de 98 sur le dignitaire religieux de Dassa Zoumé, vous voyez que la Cour, depuis lors, a eu une très grande envie de montrer aux Béninois qu'il n'y a pas de frontières. Il y a des toges peut-être, il y a des sages, des gens très honorables, très respectés. Il y a des démarches solennelles, mais au fond, tout Béninois peut la saisir. Et je crois que c'est un fétiche dans la démocratie et dans le monde entier. C'est un label que des citoyens puissent directement saisir leur cours constitutionnel comme ça. Mais par rapport à la publicité des débats en tant qu'audience, je pense que quelque part, ça a il y a du négatif là-dedans. Je m'explique. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un avocat. Et si tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un avocat et que vous voyez une requérante primaire, je suppose une employée, encore que c'est arrivé pendant cette cour, une employée renvoyée par sa patronne qui saisit la haute juridiction et qui demande que la haute juridiction trouve que parce que son employeur doute de son genre, que c'est une atteinte à sa personne et que pendant l'audition publique, l'employeur a 4 avocats et qu'elle-même n'a pas d'avocat, elle se fait suivre par un jeune activiste défenseur des droits de l'homme. Je pense qu'elle a eu peur. Elle a même perdu son latin pendant cette audience. Et la Cour a dû rendre une décision en faveur, je ne dis pas parce qu'il y avait beaucoup plus d'avocats, il y a eu des avocats constitués en conseil, mais parce que je trouve qu'elle n'avait pas pu se défendre forcément devant la haute juridiction. C'est quelque chose de très positif, de permettre à tout le monde de savoir que c'est... D'ailleurs, après le départ de Diogbenou, le président Amouda a décentralisé, je vais dire, a délocalisé des audiences et aller à Parakou, parce que l'un des problèmes de la Cour, c'est qu'il faut non seulement avoir une boîte postale pour la saisir, mais il faut venir à Cotonou, il faut venir au gré pour l'entendre à Cotonou. Et le Béninois qui est à Botikali, Madekali, n'a pas forcément la chance de le faire. Donc c'est un couteau à double tranchant, cette audience publique, cette innovation. Sur la question de saisine récurrente de la Cour constitutionnelle. Sinon, je retiens un bilan mitigé. Je retiens un peu comme je retiens de la Cour d'Ossou, la Cour du chaos, ou je retiens de la Cour d'Elisabeth Poyon, des résultats proclamés, et ensuite je dirais, un climat de tension juste après. Je retiens une cour du certificat de conformité aux élections. Je retiens une cour quand même à un bilan pas très, très reluisant. Théodule Louachi. Oui, bonjour. Alors, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous pensez un peu des différentes séances tenues par la Cour en matière donc, de conservation de la Constitution et puis les innovations? Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait deux questions à la fois. Merci à vous. J'espère que vous avez eu le temps de rappeler à l'auditoire que la Cour constitutionnelle, puisque nous en avons beaucoup, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière de constitutionnalité, qu'elle garantit les droits humains, les libertés publiques, et puis régulateur également du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Ceci étant, comme vous le dites,
ayant été appelé hier, je n'ai pas eu le temps de faire un travail comparatif pour vous dire si, en matière de quantité, de qualité, la Cour qui vient de finir est meilleure par rapport aux autres. Si je fais une nous ne sommes même pas dans une approche aussi comparative. Nous voulons voir un peu en fonction du parcours de cette Cour, quel a été le chemin fait et si vraiment le chemin a été vraiment appréciable. De ce point de vue, je dois vous dire quelque chose, celui-là qui est mon appréciation globale d'ailleurs, puisqu'elle ne concerne pas seulement la Cour qui vient de rendre le tablier. Il y a une crise de confiance profonde entre le peuple et notre Cour. Celui qui m'a précédé le disait, en sait à sa façon, et il y a nécessité de réconcilier le peuple avec la Cour en matière de productivité, en matière de qualité, de transparence et d'impartialité. Parce que lorsque vous promenez votre micro aujourd'hui, vous êtes en mesure de rencontrer le Zémidjan qui dit, lorsque la Cour est saisie, on projette déjà ce que... Oui, mais c'est une querelle éternelle, oui, un reproche éternel qu'on fait pas suivi. à toutes les cours qui sont passées. Il a rappelé la cour du chaos de Maître Robert Dossou, il a rappelé d'autres cours avec... On peut même parler de la cour Théodore Lolo avec l'approche 39 ans plus 1 jour égale 40 ans, etc. On a toujours eu ces cours. On peut bien faire une mention spéciale à la cour de Mme Elisabeth Pognon, et puis après... ça ne commençait pas à dégrader, comme vous l'avez rappelé. Lorsque je me retrouve toujours sur le terrain de la confiance et que on voit ce qui s'est passé, le renouvellement total des conseillers, je me dis, si ce n'est pas un retrait de confiance, si ce n'est pas également une crise ici qui s'exprime, est-ce que si ce n'est pas un désaveu, c'est tout au moins un débarquement où les organes qui vous mettent en place vous retire totalement pour vous remplacer. Alors la question, c'est là où c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est parce que les intérêts, parce que c'est un terrain politique quand même, les intérêts se bousculent derrière. Est-ce que ceux-là, parce que quelque part, quelqu'un a dit que la mission est terminée. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fini leur mission qu'on leur a dit, ben, si on vous va avez comprendre fini... peut-être cette option de changement du tout, pour le tout par le mode de choix, William Klikan. C'est le chef de l'État qui choisit, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui choisit, le bureau de l'Assemblée nationale avec sa configuration, 3 partis politiques présents, avec un parti en minorité et un représentant, et puis qui conteste d'ailleurs d'avoir à participer à cette désignation. On peut comprendre donc que les deux acteurs qui sont du même camp ou du même schéma politique aient pu faire un choix totalement unanime, non? Absolument. Vous savez, l'Assemblée nationale, 8e législature, ou carrément, 7e législature, a choisi les membres de la Cour venant de l'Assemblée nationale qui viennent finir. Et de ce côté-ci, nous avons affaire à la 9e législature. Donc les députés ne sont plus les mêmes, le bureau de l'Assemblée nationale n'est plus le même. Du côté du chef de l'État aussi, il y a forcément de nouvelles ambitions et tout. Et reconnaissons qu'après, qu'en dehors de Concepcia Ouensou, tous les autres présidents n'ont fait qu'un seul mandat. Donc, quelque part, le politique souvent renouvelle, à part le président de la haute cour de justice qu'on ramène parfois dans l'équipe et tout. Sinon, la plupart du temps, de ma courte mémoire, il y a quand même ce nombre important de conseillers qui part à chaque nouvelle mandature, plus qu'on le renouvelle. Mais, qu'à cela ne tienne, il faut comprendre que il faut faire une lecture un peu croisée de ce débat total. Moi, je pense que nous avons poussé un grand ouf de soulagement à la toute première grande décision depuis que Diogbenou est parti et que le président Amoula est venu. Oui. Il y a eu que sur la question des démocrates, la participation des démocrates aux législatives, on s'attendait peut-être à une décision un peu comme on nous a habitués de 2018 à cette époque-là. Et tout de go, on voit que ça a décrispé l'atmosphère, loin de certificat de conformité ou de quelque chose. On a vu plutôt une ouverture vers, est-ce que je dirais, les intérêts du peuple ou les intérêts d'un camp. Moi, je voudrais parler un peu du développement de notre invité. Je ne suis pas, par exemple, d'accord qu'en parlant de ces institutions, qu'on a étendu le micro, par exemple, à un Zémidjan. C'est quoi? C'est la cour de tout le monde, non? Non, tout simplement parce que tout le monde ne maîtrise pas ce qui se passe à la cour. Lorsque vous appelez un Zémidjan qui a colporté toute une journée les commentaires de ses clients,
les rumeurs, sur les réseaux sociaux, on a vu que constitutionnel, telle décision sera telle. Vous n'aurez rien du tout. Combien d'intellectuels aujourd'hui, combien de cadres maîtrisent vraiment les missions de la Cour? Comment ça se passe? Parce que la Cour interprète parfois en fonction des recours. Votre question n'est pas déjà, je dois dire, la révélation de l'échec même de la Cour constitutionnelle en tant qu'institution qui devrait être ouverte à son public, puisque elle traite des questions qui sont liées directement aux citoyens, à savoir la préservation des libertés, par exemple. C'est l'effort qui est en train d'être fait actuellement. On n'avait pas les audiences publiques, par exemple. Combien de citoyens se déplacent pour voir comment les débats se mènent? Et lorsque je prends l'exemple donné par William tout à l'heure, la Cour devient un protecteur lorsque, par exemple, vous débarquez avec 4 avocats et que moi, un quidam qui a quitté Malanville, qui n'a pas les moyens de prendre un avocat, la Cour s'évertue quand même à dire le droit. Si l'autre a raison avec le nombre d'avocats. Si vous ne vous défendez pas avec les arguments la Cour ne va pas faire dans la justice discriminatoire positive. Non, la défense est pour permettre. Parce que la partie adverse est venue avec plusieurs avocats. Si on débat avec 4 avocats et que les avocats étalent beaucoup plus d'arguments que vous, qui n'avez pas fait le droit, qui ne maîtrisez pas les rouages des textes de la République, vous êtes battu. Dans le nombre d'avocats qui viennent plaider pour un client. Si la dame a perdu, c'est parce que dans le fond du dossier, n'est-ce pas, elle devrait perdre. Alors, on va pas focaliser justement autour de ce cas-là. Justement. Aussi, je pense que pour mieux apprécier les questions de la Cour, je rejoins un peu Franck, il faut mieux comprendre le mécanisme. Et aujourd'hui, la Cour se rend de plus en plus accessible, n'est-ce pas, à partir des mécanismes qui sont créés et qui permettent à tout citoyen d'aller s'asseoir et de suivre des audiences. Cela ne se passait pas hier. Et ça permet, cette ouverture permet à tout citoyen de se faire une idée de comment les décisions sont prises, de comment les décisions sont rendues. C'est vrai que si nous mettons de côté tout ce qui est règle et fixé par la Constitution, même dans toutes les démocraties, un système politique cherche toujours, n'est-ce pas, à avoir la même mise sur le fonctionnement d'une cour, à avoir des faveurs. Ça, nous le savons, on va pas le cacher. Mais là, ça dépend de l'intelligence et de la qualité des membres de la cour, à savoir comment échapper à ce genre de tentation. Toutes les cours ont connu, on peut refaire l'histoire, ont connu cette façon de faire des systèmes politiques et tout ça. Mais ce qui enrichit justement l'histoire d'une cour, quand ça arrive, il faut savoir comment... Allez, sur le deuxième volet, le chantier de la préservation des droits de l'homme, la protection du citoyen, est-ce que véritablement la Cour a travaillé, monsieur Noachi? Retenons que c'est un point sur lequel la Cour est beaucoup attendue. La Cour est intervenue sur les autres points, je veux dire, c'est beaucoup prononcé en matière de constitutionnalité, en matière d'équilibre des institutions, des pouvoirs. Et puis, c'est beaucoup prononcé sur les élections. Mais, est-ce que c'est parce que la Cour n'est pas beaucoup saisie du point de vue de garantir des droits de l'homme, de défendre des droits de l'homme, que ça ne se passe pas ainsi? On a l'impression que sur ce chantier-là, ce chantier reste entier. Mais la Cour a quand même le droit de s'autosaisir. Elle n'a pas à attendre que quelqu'un la saisisse, non? Oui, mais c'est justement ce que je dis. Elle est beaucoup attendue sur ce terrain, elle doit beaucoup faire pour mieux se faire lire, mieux être lisible sur ce terrain. S'il n'y a pas eu de cas de violation des droits de liberté, elle ne va pas quand même inventer des... C'est tous les matins au Bénin. Ah oui, Franck? Oui, c'est tout. S'il n'y a pas de violation, elle ne va pas inventer, justement parce que ce que nous, par exemple, le commun des Béninois, nous appelons peut-être violation des droits de l'homme et tout ça, n'est peut-être pas contenu dans un texte de loi voté à l'Assemblée ou qui existe dans notre arsenal juridique. On peut, par exemple, lorsque vous allez gifler quelqu'un, qu'il vous rend le coup, ainsi de suite, il revient au juge de voir si les coups sont proportionnels, si la réaction de l'autre, ainsi de suite. Donc, le droit en lui-même est complexe. Et c'est pourquoi il y a ces entités-là pour interpréter parfois, pour nous dire tel article, ça dit ici, telle virgule. Lorsque vous déplacez la virgule, ça dit autre chose. Moi, je trouve que c'est un travail assez complet. Moi, j'ai fait le droit, par exemple, à l'université. J'ai toujours dit à mes professeurs,
je ne sais pas pourquoi on appelle ça droit. Parce que quand vous lisez, quand vous faites tout ça, on ne se sent pas. Oui, ce n'est jamais droit. On ne se sent pas suffisamment protégé. Le droit n'est pas un objet de justice sociale, mais un objet de compromis social d'ici, Joseph Diogwena. Mais sur la question de la protection des droits de l'homme, vous savez, c'est une des missions fondamentales de la Cour. C'est pour ça que quand Franck dit que le Zémidjan n'a pas à opiner sur les travaux de la Cour, je pense que fondamentalement, le Zémidjan est le mieux placé, le dernier des Béninois. Nous avons une des meilleures cours de l'histoire de toutes les constitutions du monde. Okay? En Afrique, nous sommes, je crois, 3 ou 4 États à pouvoir permettre la saisine directe du juge constitutionnel par le dernier des citoyens. Donc, je pense que c'est un label, c'est un fétiche, on n'a pas à revenir là-dessus. Sur la question de la protection des droits de l'homme de cette mandature qui vient de finir, c'est cette mandature qui a dit à Charles Tokor, maire de Parakou, que à la veille des législatives de 2019, interdire les manifestations à caractère revendicatif dans Parakou est anticonstitutionnel. C'est cette même cour qui a dit à Luc Atropo à Cotonou, sur saisine, sur requête de citoyens, que interdire pour cause de Covid-19 des manifestations dans la ville de Cotonou, que c'est violer la Constitution. C'est cette même cour qui a rendu des décisions en 2019, en 2020, sur le décret des années 70 imposant au personnel féminin des forces armées de ne pas se marier ou de ne pas faire d'enfants 5 ans après, juste après l'entrée dans la fonction publique dans le code des armées. Donc, en matière de protection des droits de l'homme, la Cour a fait son effort. Mais sur d'autres questions également de protection des droits de l'homme, on voit que sur des vices de forme, sur lesquels des anciennes cours fermaient les yeux, par exemple, histoire de s'intéresser au fond du dossier, parce qu'on sent que à Cotonou, un poulailler dérange le voisinage et que la Cour oublie un peu les questions de forme et va même s'intéresser au fond du sujet. On a vu que sur certaines décisions sur lesquelles la Cour était quand même attendue, elle a battu parfois, par exemple de mémoire, par exemple, je pense à des recours sur, je sais pas, ça m'échappe, j'ai pas essayé de concocter ce genre de décision, pour dire aussi que le bilan reste aussi mitigé parce que, vous savez, le contentieux électoral rejaillit beaucoup sur la protection des droits de l'homme. Tout à fait. Donc, quand c'est polémique qu'après une proclamation de résultats, quand même, sachez que la Cour est un peu mal vue. Là-dessus, en 2019, en tout cas, on n'a pas été à la meilleure des formes de la Cour constitutionnelle quand on a vu quand même tout ce qui s'est passé avec, vous le rappeliez tantôt, les certificats de conformité et autres pièces qu'il faut justifier pour être candidat à cette élection-là. Est-ce qu'il faut aller voir du côté du bon fonctionnement des institutions ou bien passer carrément à ce qui attend la prochaine cour qui va être installée ce matin? Quelle priorité? Monsieur Nouati, parlons plutôt de ce qui nous attend les 5 prochaines années, non? Mettons déjà que une cour, la Constitution a fixé dans les membres les missions de la Cour constitutionnelle et en principe, elle ne devait pas innover. Toutefois, comme on le disait tout à l'heure, sur certains chantiers, la Cour est moins visible. Nous devons chercher à ce que la Cour... Évidemment, il faut bien que les citoyens saisissent la Cour pour qu'elle puisse se prononcer. Et puis après, l'autosaisine va suivre. En dehors de ça, il faut que la Cour nous convainque à travers la qualité de ses productions et que le citoyen, dès que la Cour est saisie, on dit... Ce rempart-là, le dernier rempart que nous avons, va nous rassurer. Il faut que la Cour puisse le faire. Il faut que, sans aller dans les détails, je souhaite qu'en matière de dépenses, de qualité, la Cour puisse préserver les deniers publics. Voyez-vous? Eric? Oui. Ok. Oui, non? Vous avez fini? Allez-y. Oui, Eric? Non, mais je pense que... Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux sages-là, de la Cour constitutionnelle, qui vont être installés? Alors moi, je leur renvoie à leur mission première, que le droit soit dit, tel que contenu dans les textes, n'est-ce pas, de façon à sécuriser davantage les concitoyens qui vont certainement manifester le désir d'avoir le regard de la Cour sur certains sujets. Je voudrais davantage que la Cour soit plus présente, comme l'a évoqué notre invité, sur les questions de droits de l'homme et tout ça. Et que la Cour, sur des questions politiques, n'est-ce pas, puisse vraiment, aujourd'hui, nous avons plusieurs sensibilités politiques dans le pays, n'est-ce pas, et nous avons des élections qui s'annoncent, qui sont des élections générales, et la Cour a un grand défi à relever. Je pense 2026. En 2026, je pense que c'est même là le point d'achoppement. Aujourd'hui, déjà, nous voyons comment ça se passe à l'Assemblée nationale, entre les deux partis de la mouvance et puis l'opposition, même sur des questions de partage des commissions et puis tout ça. Et donc, la Cour est véritablement attendue à faire en sorte que
un parti politique ne soit pas conforté en fonction de sa proximité avec le système. Je crois que la Cour n'a jamais été partiale, donc on va espérer quelques gâteaux. Pourquoi vous rigolez? La Cour n'a jamais été partiale. Oui, on vous croit sur parole. Oui, mais ce non. Je voudrais bien aller dans ta direction. Lorsque je me rappelle qu'à la fin du premier mandat de la Cour de Mme Elisabeth Pognon, où ses pairs, la même Cour, a pu la débarquer, prétestant sur le fondement du fait qu'elle était élue ex-qualité magistrate et qu'à la fin du mandat, elle a perdu sa qualité, cette Cour-là ne s'est pas empêchée de lui dire autrement, tu pourrais revenir en tant que personnalité, mais en tant que tu as perdu la qualité, et puis on a pu lui mettre fin à la poursuite de ses activités, de son office. Voyez-vous, comme défi, la même Cour-là se confronte exactement au même problème en ce qui concerne Mme Nyamou, où la Cour... La question de crédibilité. Mais oui. Et donc, la crédibilité de la Cour est... Oui, au-delà même de la personne de Mme Dandy Nyamou, il faut déjà voir le mode de désignation qui déjà est à polémique, Franck Aounou. Oui, le mode de désignation, malgré les polémiques qu'il a suscitées dans le temps, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et lorsque, par exemple, le président de la République doit désigner à l'Assemblée nationale, ce n'est que des personnes politiques qui désignent. C'est ça. On devrait procéder comment à l'élection? Moi, je ne sais pas. À l'élection, peut-être. On va assister à un déchirement dans les corps professionnels. Je ne sais quoi, mais si on le fait, est-ce que la République va vraiment tenir? Un président de la République qui doit être là, qui doit avoir des décisions tomber sur sa tête et qui doit revoir forcément les choses. Moi, je pense que, parlant des défis, je crois que cette Cour-là va jouer toute sa crédibilité lors des élections générales qui arrivent. Pourquoi vous êtes focus sur les élections? Non, on a vu cette dernière... les élections, il y a quand même 3 ans. Hein, il faut que nous suivions jusqu'à 2026. Non seulement c'est la première fois, oui, c'est un gros défi pour notre pays, pour la nation. Et vous avez vu dernièrement, toutes les élections ont suscité beaucoup d'attention dans le rang des citoyens. À la moindre incatade, à moindre geste, on va saisir les institutions pour dire il faut dire le droit. Donc ça va davantage se produire, et vu que nous allons aborder ces élections-là de façon successive en 2026, vous allez voir que davantage les citoyens vont se focaliser. Si les choses se passent bien, bien entendu, jusqu'en 2026. Oui, au-delà peut-être du mode opératoire pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle, celle qui est là quand même a connu une façon de désignation qui, je dois dire, met en cause quelque peu sa crédibilité qu'elle doit sauvegarder ou qu'elle doit défendre pendant le mandat, non, William? Si on s'en tient au recours de Michel Sodjinou, député à l'Assemblée nationale du Parti Les Démocrates, sur certaines caractéristiques exigées par la Constitution en matière de critères de choix des personnalités devant siéger à la Cour constitutionnelle, notamment professeur Dandy Nyamou, qui a été rétrogradé au CAMES et reconnu comme fautif dans une affaire pour laquelle le député estime que cela porte atteinte à son honorabilité et donc en termes de probité qu'elle n'a pas les compétences de siéger. Et je pense que pour ne pas être juge et partie, la Cour qui vient de finir devrait vider ce dossier avant l'installation aujourd'hui. Mais voilà que ce n'est pas fait. Et donc, ce sera peut-être une requête au rôle dans la prochaine mandature. Professeur Dandy Nyamou ne va pas siéger, donc à 6, un peu comme c'est souvent le cas quand eux-mêmes sont attaqués dans une décision. Et donc, on va voir ce que la Cour va dire à propos. On a vu des décisions, des recours contre Joseph Diogbenou pendant qu'il était président de la Cour. Solidarité très rapidement. Très rapidement, Tanguy, sur les attentes. Moi, je pense que sur les décisions de principe en matière de protection des droits de l'homme, j'attends de cette Cour une jurisprudence constante. Vous voyez les rétropédalages sur le droit de grève, les rétropédalages sur certaines protections. Vous voyez, il y a parfois des choses qu'on a assises comme acquis. J'en veux pour preuve la décision de 2012, Jérôme Topoué, sur les personnes malvoyantes, les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, où le juge constitutionnel dit le Bénin qui a organisé, l'État béninois qui a organisé le CEP, le BPC jusqu'au DEA,
pour que cette femme soit juriste, doit pouvoir lui donner les moyens d'exercer une profession. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués de recrutement dans la fonction publique, on exclut certaines personnes, on trouve que certaines personnes ne sont pas aptes. Oui, parce que peut-être la profession, le corps de métier pour lequel on lance le concours, le juge constitutionnel le savait quand il a rendu la décision. Vous ne demanderez pas peut-être à la, je ne sais pas quelle structure, qui emploie peut-être les dockers, de permettre quand même à un handicapé moteur d'aller se faire recruter. Il va porter les bagages. Comment? Je comprends parfaitement, mais la magistrature, par exemple, pas le docker. Ah non, mais il y a des professions à mi-temps d'autres. Il y a des professions qui peuvent le faire. Et jusque-là, on voit que c'est comme si le gouvernement n'intègre pas cette disposition. Monsieur Nouati, vous avez par exemple des handicapés visuels qui font par exemple leur formation avec le braille, alors que ce n'est pas quand même un mode de communication officiellement admise et partagé dans l'administration publique. S'il a le 2A en tapant le braille, comment est-ce qu'on peut le recruter au profit de l'administration publique et l'intégrer à un corps où la majorité tous les Béninois sont égaux et que la Cour l'a érigé comme tel. Comment on fait? On oblige tout le monde à faire du braille alors? Pas du tout. Mais comment on fait? William, vous me permettez? Lorsque vous vivez avec un handicap, et avec un handicap et que l'État lui-même a reconnu ça sur cette base-là, vous allez laisser vous faire former jusqu'à un niveau. Vous avez donné les moyens d'être formé. Oui, l'État doit pouvoir mettre en place. Ma question est claire, comment est-ce qu'on fait? Oui, ce qu'on fait, c'est peut-être de revoir les textes et d'organiser, de mettre sur place les mesures pour que lorsque vous êtes dans une telle condition, on puisse savoir dans quelle structure on peut vous employer. L'État s'adapte en créant les moyens. Je n'ai pas entendu, Eric, sur la question de crédibilité de la Cour. Beaucoup de contestations. Je voudrais très peu de commentaires. Vous savez, William parlait de Dandi Yamou et ne s'est pas retrouvée à la Cour comme ça. Donc, elle a été choisie en tant que personnalité de référence pouvant répondre véritablement à ce besoin. Alors, ce passé dont parle William, on attend de voir comment la Cour pourra véritablement traiter ce dossier. Si la Cour même déjà de contestation, moi j'estime qu'en fonction de ce que nous attendons d'eux, n'est-ce pas, est-ce qu'elle a la capacité de faire le travail? Est-ce qu'elle a la capacité de faire le travail? Nous avons quand même la Constitution a dit les règles par lesquelles nous avons quand même des acteurs désignés qui ont le profil, qui ont la carrure, qui ont le parcours. Bon, pour répondre... moi, je me refuse, par exemple, on va vraiment faire ce débat. De faire un jugement de valeur sur des personnes. Voilà. Mais il se trouve que lorsque vous allez regarder l'article 17 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, il est prévu. C'est rappelé d'ailleurs qu'il faut produire le CV et le casier judiciaire. Si c'est simplement ce qu'on a demandé. Bon, évidemment, l'article 115 de la Constitution parle de probité, de moralité, de tout ça. Etc. Alors, là-dessus... Rapidement, M. Nouati. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de temps. Là-dessus, je constate que notre État ne fait pas suffisamment d'enquête de moralité avant de nous proposer des gens. Et c'est pas seulement pour la Cour constitutionnelle. Non, au niveau de beaucoup d'organes. Oui. Je crois que dès ce début-là, la crédibilité de la Cour constitutionnelle va se jouer là-dessus. C'est ce qu'on allons leur demander. Au cas où ils n'auraient rien à reprocher à Mme Dandi qu'on nous motive suffisamment les décisions. Ça manque aussi. Peut-être que c'est déjà fait. Parce qu'on l'a fait. Pourquoi pas? Vous direz peut-être que je suis un prophète plus tard, mais tout ce qu'on dit là, les motifs pour lesquels on a fait un recours contre Mme Dandi Yamou. Et l'ensemble des autres membres. Et l'ensemble des autres membres. Que le mode opératoire. On vous dira que cela n'entache pas leur probité et qu'ils ont la capacité à faire le job. Et ça sera tout. Je vois que Zonfranche de dimanche dernier vous a fait beaucoup de bien. En tout cas, j'attends de vous voir, prophète Franck Aoun. Merci beaucoup d'être passé par ici. Les gars, vous passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, voici Immersion avec Ouliat Sanoussi qui nous propose d'aller découvrir François Fanou dans son métier de tous les jours. Il est tourneur. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Quel est son job, son rôle dans son environnement? Élément de réponse dans cette réalisation sur l'appui de Moufid Sabourin.
Bonjour, monsieur François Afanou. Bonjour, madame. Vous êtes un tourneur, on vous a vu en train de travailler. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait? Ça, on appelle ça le vivequin. Le vivequin d'une voiture Camry. Le palier deuxième, c'est bouffé. On doit charger ça et mettre ça en scandale. Et quel est le processus? Comment vous le faites? On doit charger ça à une mesure. Ok. Après ça, on va rectifier. Et comment se fait la rectification? Pour la rectification, ça se fait dans la machine. Okay. Machine à rectifier. Vous avez l'appareil ici? Non, moi je n'ai pas l'appareil. Mais si je finis de charger ça, j'amène là où il y a l'appareil et je fais ça. Ok, avant de replacer ça? Avant de replacer. Si je finis ça, le mécanicien va venir, il va prendre ça. C'est fini. Alors, quand vous faites ça, dites-nous, c'est qui le tourneur? Qu'est-ce que le tourneur fait? Le tourneur, ça fait beaucoup de choses. Le tourneur travaille sur les véhicules, sur les moteurs. Le tourneur fait, on appelle quelque chose roulement, maillot roulement. Le tourneur, si les clients amènent le roulement, on monte ça sur le maillot. Ils vont acheter le nouveau. On va enlever l'ancien moteur de nouveau. On peut continuer le travail. Okay. Monsieur François Afanou, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à aimer ce métier de tourneur? Le métier de tournage, c'est ça depuis l'enfance. Mais mes parents n'ont pas le moyen. Mais je me suis forcé à apprendre ça. Et je sais qu'un jour, je vais acheter les machines. Je n'ai pas les machines, mais les gens amènent le travail chez moi. Je suis allé à l'école. Jusqu'à quel niveau? CM2, la classe de CM2. Donc vous avez eu le CEP au moins? Non. Vous n'avez pas eu le CEP? Non. Vous avez fait combien d'années de formation dans le métier de tourneur? J'ai fait 7 ans. J'ai fait 7 ans dans le métier. Et j'ai eu mon diplôme. Depuis combien d'années êtes-vous installé? Depuis combien d'années êtes-vous à votre propre compte? Depuis, j'ai ouvert mon atelier, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais je ne suis pas découragé. Un jour, je vais acheter les machines. C'est les machines qui est tout dans le travail du tourneur. Parlons des machines, dites-nous, quelles sont les machines dont vous avez vraiment besoin pour le travail? J'ai besoin d'une machine, on appelle ça le tout. Le tout, ça va rectifier les tambours. Ça va former beaucoup de pièces. À part le tout, je veux la machine, le rectifieuse. Le rectifieuse, ça va rectifier les vibrations. Ok, comme ça vous n'allez plus vous déranger pour faire tout ce que vous faites. Maintenant, si j'ai chargé, je vais amener chez notre qui a une machine pour pouvoir faire ça. Et en dehors de ça, de quelle machine avez-vous encore besoin? J'ai besoin du presse. Le presse, j'ai le presse fabriqué. C'est ça. C'est moi qui a fabriqué ça. Mais il y a le nouveau. Qui est plus moderne. Qui est plus moderne. Mais petit à petit, je vais acheter le nouveau. Qui viennent vers vous, est-ce qu'ils apprécient? Est-ce qu'ils sont satisfaits du travail que vous faites? Ils sont bien satisfaits. Et ce qui reste seulement, c'est la machine. Je n'aime pas la machine, mais ils viennent. Je fais ça. Parlez-nous de ces difficultés que vous rencontrez dans le métier. Bon, des fois on travaille, tout va te blesser. C'est ça la difficulté seulement. À part ça, si tu n'as pas de machine, tu vas aller chez un autre. Lui va finir son travail d'abord, avant de faire pour toi. Toi, ton client va se fâcher. Tu n'as pas le choix.
Depuis 5 ans, vous avez ouvert votre atelier, vous aviez dit. Est-ce que le métier vous permet de vous épanouir? Est-ce qu'avec ça, vous arrivez à subvenir aux besoins de votre petite famille, tout ça? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est dans ça que tu vas payer le loyer de l'atelier, de la maison. Courant de l'atelier, courant de la maison. Ça veut dire ça, tu vas faire tout. C'est pas maison. Des fois, on n'arrive pas à payer le loyer autant payer, quoi. Les propriétaires, des fois, ils se fâchent. Tu dois le supplier, de le caresser, c'est que il va se fâcher, tu n'as pas le choix. Ça veut dire que le métier ne vous permet vraiment pas de vous épanouir? Non, c'est pas possible. Quels sont vos projets, quels sont vos rêves alors pour ce métier? Moi, mon projet et mon rêve, c'est le machine. C'est le machine tout. C'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste. Ça, c'est mon rêve, ça. Vous n'avez pas cette ambition de mieux connaître le métier que vous faites? Je veux, mais je dois aller au lycée ou bien pour pouvoir... Oui, mais je n'ai pas le moyen. C'est le moyen. Si je laisse la télé, qui va gérer la télé? Vous n'avez pas des apprentis? J'ai eu seul apprenti. Il ne connaît pas bien le travail. Mais avant lui, est-ce que vous avez eu à former certains? Oui. Qui sont déjà Et il y a des ouvriers qui sont passés chez moi. Il y a des téléspectateurs qui vous regardent, qui suivent ce que vous faites. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Bon, je leur dis merci. C'est eux qui amènent le travail et moi je fais et je mange. Je remercie Dieu. Le jour va venir et ils vont trouver. Moi je vais faire. C'est mon souhait. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec M. François Afanou. Il est tourneur. Avec lui, nous avons découvert le métier. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. En studio ce matin, 2 dames. C'est souvent le cas, hein, Zakiat Latondi. Pour parler santé. Pas toujours, m'a dit dernier, on était avec un homme. Mais souvent le cas. Alors, en face de vous, Zakiat Latondi, j'ai Dr Yolande Divor-Sonunameto, qui est kinésithérapeute. Vous allez parler de l'incontinence urinaire après accouchement. Faut-il dire, la grossesse a beaucoup d'exigences et parfois des complications malheureuses. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour. Zakiat, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, un plateau féminin, vous voulez dire, mais heureusement que vous êtes l'homme et que vous apportez un peu de masculinité sur le plateau. Et ça fait bien. Et en tout cas, ça fait plaisir. Comme vous l'aviez dit, on reçoit ce matin Dr Yolande Divor-Sonunameto, qui est docteur en sciences de la motricité. C'est bien ça, hein, docteur? C'est ça. Kinésithérapeute spécialisée en périnéologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous parlerons d'incontinence urinaire après accouchement. Alors déjà, on va essayer d'expliquer ce qu'on entend par incontinence urinaire à toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en fait, l'incontinence urinaire, c'est simplement le fait de perdre de l'urine sans le vouloir. Donc en fait, normalement, quand on a envie d'uriner, on peut décider de quand aller uriner. Donc, lorsque l'urine sort sans qu'on ait décidé que cela sorte, on va parler d'incontinence urinaire. Donc, en fait, le contrôle de l'urine nous échappe. On peut avoir plusieurs situations qui peuvent amener à ça, soit parce qu'on a ressenti un besoin et on n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Donc, ce besoin devient tellement pressant que sur le chemin vers les toilettes, l'urine sort, ou alors on n'a pas le temps d'enlever le slip et donc l'urine a tendance à couler. Ou alors, carrément, on peut avoir aussi des fuites d'urine en dehors des situations
de besoins. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un effort, c'est-à-dire tousser, éternuer, rigoler, crier, soulever une charge lourde, sauter, rigoler, faire du sport, bien sûr rigoler. Ah oui. On peut souvent avoir des fuites d'urine après avoir rigolé. Donc voilà les différents moments pendant lesquels on peut ressentir des fuites d'urine. Alors ce matin, c'est spécifiquement incontinence urinaire après l'effort de l'accouchement. Donc pour une femme qui habituellement arrive à maîtriser son besoin d'uriner, mais qui après un accouchement se retrouve complètement face à une incontinence urinaire, ne peut plus du tout. Mais c'est pas fréquent d'en entendre parler. Comment on explique ça? Est-ce que véritablement ça existe, je veux dire? Bien sûr, c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Justement, on n'en entend pas beaucoup parler parce que ça touche quand même à l'intimité et donc les femmes n'en parlent pas beaucoup. Quand elles arrivent à se confier, le plus souvent c'est à leur entourage immédiat. Et donc après un accouchement comme ça, les mamans disent souvent aux femmes « Non, ça va passer, c'est normal, ça va passer ». Et effectivement, chez certaines, ça passe, ça évolue tout naturellement et ça régresse. Mais chez la grande majorité, les problèmes vont persister et même devenir encore plus pesants dans leur quotidien. Donc, c'est un problème dont on n'en entend pas beaucoup parler, mais qui finalement existe dans le quotidien de beaucoup de femmes. Elles pensent qu'elles sont seules, mais en réalité, elles ne sont vraiment pas seules. Des statistiques montrent qu'il y a jusqu'à 1 à 2 femmes sur 5 qui vont présenter des fuites d'urine après l'accouchement. Donc 1 à 2 sur 5, hein, et ça, c'est des statistiques hospitalières. En plus. Qui ne reflètent pas véritablement la réalité. Donc, dans la réalité, je pense que les taux, le pourcentage est encore plus élevé. Alors, pour qu'il y ait accouchement, c'est qu'il y a eu grossesse. Pour qu'on parle d'incontinence urinaire, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné correctement au niveau de l'appareil urinaire. Oui. Quel est le lien qu'on peut faire entre la grossesse, l'appareil urinaire et bien entendu l'accouchement? Ok. En fait, au niveau de l'appareil urinaire, on va avoir plusieurs organes, dont celui qu'on connaît quasiment tous, qui est la vessie, qui justement est le réservoir de l'urine. Et donc, cette vessie-là va se situer au niveau du bas-ventre, d'ailleurs en dessous de l'utérus. Donc, l'utérus, c'est l'organe qui va garder le bébé pendant la grossesse. Et donc, au fil de la grossesse, on va avoir le bébé qui grandit et qui va venir peser en fait sur cette vessie-là. Et donc, ce poids va constituer déjà une pression sur la vessie. Et d'ailleurs, on va retrouver chez certaines femmes pendant la grossesse déjà des soucis pour contrôler les urines, donc des envies plus pressantes déjà à partir du 2e trimestre de grossesse et même des fuites d'urine lorsqu'elles ont envie ou même lorsqu'elles font des efforts. Et donc, cette pression quotidienne, non seulement comprime la vessie, mais aussi va peser sur un ensemble de muscles qu'on va appeler les muscles du périnée. Donc, en fait, toute cette musculature qui, justement, nous permet de contrôler le besoin d'uriner, mais aussi cette musculature qu'on va retrouver au niveau du vagin, au niveau de l'anus. Donc, en fait, cet ensemble de muscles qu'on va appeler les muscles du périnée, qui ferment en réalité notre bassin en bas et qui constituent en réalité la fondation de la femme. Donc, avec une grossesse, cette fondation doit supporter un poids beaucoup plus important pendant plusieurs semaines et donc se retrouve fragilisée. Encore plus après l'accouchement, par voie basse, le bébé va passer à travers ces muscles-là, pardon, et donc ces muscles se retrouvent encore plus faibles et justement n'arrivent plus à gérer correctement à remplir correctement leurs fonctions. Donc on retrouve justement à cause de ça, ces muscles qui ne peuvent plus arriver à fermer correctement les tuyaux pour empêcher l'urine de sortir. Et donc c'est comme ça qu'on peut assister à des fuites d'urine après les accouchements. Vous avez abordé la question de l'accouchement par voie basse. Est-ce à dire qu'une femme qui a subi une césarienne, par exemple, est épargnée d'incontinence urinaire après accouchement? Ça, c'est une question très, très intéressante. Eh bien non. En fait, avant d'en venir à l'accouchement, j'ai bien évoqué la question de la grossesse qui déjà en elle-même va d'abord fragiliser les muscles du périnée. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui ne bénéficient pas d'une césarienne programmée. On a ce qu'on appelle les césariennes d'urgence qu'on va faire après que la femme ait fait plusieurs heures de travail et qu'il y ait eu des soucis lors de l'évacuation de l'enfant. Et donc,
pour ces cas-là, on a aussi le périnée qui est déjà assez sollicité pendant l'accouchement. Et donc, on va quand même retrouver des femmes qui ont accouché par césarienne qui vont aussi présenter des fuites d'urine parce que leur périnée n'est pas finalement intact, comme on pourrait le penser. Alors, quelles peuvent être les causes à l'origine de la survenue de l'incontinence urinaire? Parce que la grossesse reste quand même un élément tout naturel pour la femme. Donc, est-ce que parce qu'on a peur, par exemple, d'une incontinence urinaire, on ne va pas tomber enceinte? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, avec une grossesse et un accouchement, le corps se modifie tout à fait physiologiquement. Et donc, ces modifications, justement, vont amener un périnée qui n'est plus tout à fait performant pour remplir ses fonctions. Heureusement, après l'accouchement, le corps récupère spontanément, mais cette récupération n'est pas toujours suffisante en fait pour que les choses redeviennent comme avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important en fait d'accompagner la femme enceinte et la femme qui a accouché pour lui permettre de retrouver le corps qu'elle avait avant et donc d'éviter qu'elle présente des problèmes comme ça. Et même quand ces problèmes sont déjà là, avec un traitement, on peut arriver à les solutionner sans problème. Alors, en parlant des facteurs de risque par rapport à l'incontinence urinaire, peut-être qu'il y a d'autres facteurs? Oui, bien sûr, il y a d'autres facteurs. En fait, il y a la grossesse et l'accouchement qui constituent les principaux facteurs qui vont amener l'incontinence urinaire. Mais on peut aussi avoir ces troubles-là en dehors de la grossesse et l'accouchement. Par exemple, lorsqu'on a une infection urinaire, l'infection urinaire peut être une cause d'incontinence urinaire. Et donc, avec un urologue, quand on fait un bilan, on peut, identifier les germes en cause, traiter l'infection et normalement, l'incontinence urinaire va céder. On peut aussi avoir chez les femmes ménopausées des fuites d'urine qui sont justement dues au fait qu'avec la ménopause, il y a toute une sécrétion d'hormones qui n'est plus en place. Et donc, cette sécrétion d'hormones permettait en fait d'améliorer la fonction des muscles du périnée. Et donc, la femme ménopausée perd cette sécrétion d'hormones qui fait que ces muscles du périnée se retrouvent fragilisés. Et donc, on va retrouver des femmes à la ménopause qui vont avoir ce genre de troubles, mais aussi d'autres femmes qui, avec la pratique trop intensive d'exercices abdominaux ou même d'autres types d'exercices qu'on va retrouver dans le milieu du fitness, vont fragiliser leur périnée en pratiquant des exercices qui ne sont pas tout à fait adaptés à leur corps. Alors, rassurez-moi, il est possible de prendre en charge et d'en sortir ou on traîne le pipi à vie? Non, bien sûr, il est possible de les traiter si on va se faire consulter. On va se faire consulter, évidemment. Beaucoup de femmes, malheureusement, mettent des années à consulter et finalement évitent les situations dans lesquelles la fuite va survenir. Et donc, elles pensent que le problème est réglé parce qu'elles ont évité les situations, mais en réalité, le problème est bien là et continue à évoluer. Donc, pour traiter, il est très simple. Il faut consulter et faire des séances de rééducation avec un kinésithérapeute spécialisé en périnéologie. Et donc, le but, c'est d'aller améliorer la force et le contrôle de ces muscles du périnée. Cette force et ce contrôle qui ont été perdus avec la grossesse et l'accouchement. Et donc, on va travailler avec les femmes. La femme, via des exercices, a voulu redonner une bonne fonctionnalité de ces muscles-là. Et généralement, dans quasiment 100% des cas, la femme va récupérer complètement. Et c'est là que le kinésithérapeute joue entièrement son rôle. Bien sûr. La prise en charge. Je sens Tanguy très impatient par le temps. Et donc, peut-être très rapidement, en quelques secondes, un mot pour finir. Oui, un mot pour finir, je dirais en fait que les femmes, après l'accouchement, ont souvent une envie de retrouver leur silhouette d'avant, un ventre plat. Et beaucoup vont s'adonner à la pratique de plein d'exercices uniquement dans le but de retrouver une belle silhouette. En réalité, le ventre ayant été relâché, il faut savoir que le périnée aussi a été relâché. Et donc, je leur conseille vivement, avant de s'adonner à des exercices intenses ou à la pratique d'exercices abdominaux, de s'assurer, en allant voir un kinésithérapeute, que leur périnée est capable de supporter les contraintes qu'elles vont mettre au niveau des abdominaux. Donc, il est vraiment très, très important de travailler le périnée après l'accouchement, avant même de penser à faire un travail au niveau des abdominaux.
Très bien. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle qu'avec vous ce matin, nous avons parlé de l'incontinence urinaire d'effort après l'accouchement. Vous êtes docteur en sciences de la motricité, kinésithérapeute. Docteur Yolande Djivo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et vous êtes Zakiat Latundi, vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci, Tony. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Le temps de retrouver par ici le directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. C'est pour parler de la sécurité des aliments que nous consommons. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler donc de sécurité sanitaire des aliments. Sachez déjà qu'après mon invité, vous aurez la revue de presse de Assemo Kanye Assemo pour finir, Actu Matin. J'ai donc M. Epiphane Rossou, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. M. Rossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, demain, le monde entier va célébrer, s'intéresser à ce que nous mangeons et à sa qualité. Sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques sont assez inquiétantes et font froid dans le dos. Plus d'1,5 million de personnes tombent malades pour avoir consommé des aliments impropres à la santé et 340 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies d'origine alimentaire évitable. Quel est le rôle de secteurs comme la vôtre dans cette crise entre griffes qui secoue l'aliment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me présente encore. Je suis Epiphane Rossou, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voilà. Quel est le rôle de votre structure dans la qualité, dans le contrôle de qualité des aliments que nous consommons? Bon, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, selon son objet, a pour but d'assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences nationales et internationales en matière d'innocuité des aliments, de protection de la santé des animaux et de préservation des végétaux. Voilà en gros ce que vous faites. Sa mission. C'est vrai qu'on n'a pas de statistiques en tant que tel, mais est-ce que véritablement nos aliments sont protégés? Quand on voit un peu tout ce qui est incinéré, brûlé, des sacs de blé importés ou des œufs récemment dans l'Ouémé Plateau. Dans l'Ouémé Plateau, dans le nord. Dans le nord aussi, à Banikwara précisément. Est-ce que véritablement ce que nous mangeons est de bonne qualité? Oui, ce que nous mangeons est de bonne qualité. L'agence est là et assure le contrôle et la surveillance des contaminants dans nos aliments. Ça, c'est une activité qui se fait annuellement par l'agence. En dehors de ça, l'agence assure des contrôles sanitaires de la qualité de nos produits à l'importation, à l'exportation et sur le marché local. Il y a aussi des contrôles périodiques inopinés qui se font dans les marchés. Vous avez une équipe pour ça? On connaît le personnel. Est-ce que ce n'est pas trop réduit pour faire le contrôle en question? Non, il y a au niveau de chaque département les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui ont en leur sein un service réglementation et contrôle qui constitue le point focal de sécurité sanitaire des aliments dans chaque département. C'est eux qui assurent les contrôles de façon quotidienne, au niveau des différentes communes qui sont au niveau du département. Au niveau des marchés, des magasins et tout ça. Oui, mais avec le foisonnement des jus, on sait que c'est l'époque des jus. Chacun dans son petit coin derrière sa cour, sa chambre à coucher, fabrique des jus, fabrique des laits, fabrique même de la bière, apprend-on, par endroit. Est-ce que véritablement vous arrivez à contrôler tout ça? Oui.
il y a un suivi de tout ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, l'autorisation de mise sur le marché est instaurée. Lorsque vous êtes un opérateur du secteur agroalimentaire et que vous devez produire une denrée que vous voulez mettre sur le marché, vous devez la soumettre au contrôle de la qualité avant sa mise en marché. Dans le cas contraire, vous le faites, les contrôles sont là pour les saisir. Oui, mais le processus, c'est onéreux, disent certains acteurs que j'ai rencontrés récemment, qui disent il faut parfois jusqu'à 2 millions et demi, en tout cas, pour avoir cette certification-là. Du coup, ça fait que c'est un échappe pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas des reins aussi solides. Ils ne peuvent pas venir vous voir. Du coup, ils mettent ce qu'ils veulent sur le marché. Non. C'est vrai, vous savez, la qualité, ça nécessite des moyens. Vous voyez. Et aujourd'hui, d'abord, pour pouvoir dire, voilà, mon produit que je mets sur le marché est de qualité, il faut commencer par d'abord l'unité agroalimentaire. Et ça, il faut la mettre aux normes. Et ça, là, ça nécessite de gros moyens. C'est ça. Maintenant, après, lorsque vous commencez par produire, il faut aussi soumettre ce produit-là au contrôle. Et ce qui coûte un peu dans l'obtention de ce document, c'est les analyses, en fait. Parce que l'inspection vient et fait des prélèvements. Essaie de faire l'inspection du processus de production et fait des prélèvements d'échantillons. Maintenant, définit les analyses à faire sur ce produit. Alors, lorsque on constate que votre unité ne remplit pas certaines conditions liées aux bonnes pratiques d'hygiène, aux bonnes pratiques de transformation, cela suscite au sein de l'inspecteur des doutes et qui appelle à demander des analyses un peu poussées. Voilà, et c'est ça qui amène. Mais aujourd'hui, je crois que le gouvernement a travaillé et aujourd'hui, nous avons réduit au niveau par rapport au coût des analyses. Les coûts sont des coûts subventionnés carrément aujourd'hui. Le thème de cette année, monsieur le directeur général, ce qui va mobiliser les énergies en cette année, donc, c'est la 5e édition, il faut le préciser, c'est sensibiliser l'opinion publique et faire naître l'envie d'agir pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire. C'est bien cela, hein? Oui, le thème de cette journée, de cette 5e édition de la JISA, la Journée internationale de sécurité des aliments, c'est les normes alimentaires sauvent des vies. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, d'abord, il faut expliquer au commun des modèles, c'est quoi une norme? Une norme, c'est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu et qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. Alors aujourd'hui, le Bénin dispose d'une partie de normes alimentaires, aussi bien sur les produits phares, le miel, l'ananas, le cajou, le karité, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Vous savez, les bonnes pratiques agricoles, si je dis les bonnes pratiques agricoles, ceux qui se cultivent dans les champs, ils utilisent des produits chimiques, phytosanitaires et autres. Comment ils doivent utiliser ces produits, c'est défini dans ces bonnes pratiques. Et ce sont ces bonnes pratiques qui se retrouvent dans les normes. Donc, les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de transformation d'un produit alimentaire pour obtenir un produit dérivé, les bonnes pratiques de conservation et de stockage, toutes ces choses-là sont définies dans une norme. C'est ça. Et donc, si vous utilisez une norme, vous devez connaître ça. Et ça, ces éléments permettent de protéger en fait l'aliment en adoptant ces bonnes pratiques qui sont appelées des prérequis au HACCP, au système HACCP par exemple. En dehors de ça, les normes alimentaires, ce sont les normes alimentaires qui fixent les limites maximales des additifs alimentaires, des contaminants, des résidus de pesticides et des médicaments vétérinaires dans les aliments. Ça veut dire quoi? Quelle est la quantité maximale de contaminants que l'homme peut consommer sans que cela affecte sa santé? Ce sont les normes qui fixent ça. C'est ça. Ce sont les normes qui permettent de mesurer, d'emballer et de transporter les aliments pour qu'ils restent sûrs. Donc vous voyez l'importance des normes. C'est quand même un ensemble. Ça contribue à la vie. Si vous prenez une norme aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de l'ananas. L'ananas aujourd'hui, compte tenu du marché européen, puisque c'est le marché européen qui demande surtout notre ananas. Il y a d'autres marchés qui le demandent. Mais aujourd'hui, les consommateurs d'ananas en Europe exigent que l'ananas ait une coloration jaune-orangée.
Et ça fait que nous, notre ananas est naturellement vert. Et donc, pour pouvoir satisfaire cette demande, les producteurs sont obligés de traiter le champ d'ananas avec un produit qu'on appelle l'acide chloroéthylphosphonique, communément appelé typhon. Mais qui lui donne cette coloration jaune. Qui lui donne cette coloration jaune-orangé. Et maintenant, la dose à utiliser, c'est défini par les normes. Pour que nous ne dépassons pas les 2 mg par kilogramme exigés par les normes. Voilà. Et donc, si les producteurs ne connaissent pas ça, vous voyez, ils vont rendre malade la population. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de cette... Alors, la journée, c'est demain. Qu'est-ce qui va se passer? Rapidement. Déjà aujourd'hui, la veille, nous avons prévu un certain nombre de choses, à savoir parler de la journée dans les médias, ce que nous sommes en train de faire. Il y aura un message officiel de l'autorité de tutelle à 20h, comme ça, qui va passer sur les ondes. Et à 11h tout à l'heure, il y aura le lancement d'une foire pour les produits certifiés par la BCSA. C'est ça. Les produits qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de la BCSA. Et demain, il y aura une caravane qui va se dérouler en 2 phases. Une première caravane qui va commencer de 10h à 14h et qui va couvrir la zone est de Cotonou, c'est-à-dire cette zone-là. Et la seconde phase qui va démarrer de 14h à 16h et qui va couvrir la zone d'Apapa. Et le point de chute, c'est la place du bicentenaire. C'est là où aura lieu les manifestations officielles. Et là, il y aura des allocutions de l'OMS, nos partenaires officiels, et la FAO. Maintenant, après ça, il y aura une allocution d'ouverture de l'autorité de tutelle. Puis après, il y aura la visite des stands. C'est ça. Voilà. Monsieur Epifane Rossou, merci d'être venu. Vous êtes directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. On a parlé de la 5e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Ce sera demain. Demain. Passez une bonne journée. Merci. Bonne fête à vous surtout. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La 7e mandature de la Cour constitutionnelle s'installe à ce jour. À en croire le matinal qui écrit que désigné conformément à l'article 115 de la Constitution, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature vont prêter serment ce mardi 6 juin 2023 à 9h. La cérémonie de prestation va se dérouler au Palais de la Marina en présence du chef de l'État. Les nouveaux membres de la haute juridiction que sont Dorothée Kossi-Sousa, Aleya Gouda, épouse Bako, Vincent Kodjo Akakbo, désignés par le chef de l'État Nicolas Sogba, Michel Adjaka, Mathieu Adjouvi et Dandi Nyamou, désignés par l'Assemblée nationale, vont jurer solennellement devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Fraternité d'écrire qu'à partir de ce jour, ils deviennent des citoyens d'un type particulier élevé au rang des sages. Ils auront la lourde et délicate mission de réguler le fonctionnement normal des institutions et de veiller également au respect des droits de l'homme, désignés soit par le chef de l'État, soit par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils trancheront au cours des 5 prochaines années les multiples recours qui seront adressés à la juridiction constitutionnelle. Au vu de la sensibilité de leur rôle dans la République, tous les regards sont braqués sur eux à partir de ce jour où ils entrent en scène. Connus de l'opinion, ils ont eu l'occasion de faire leurs preuves au cours de leur carrière professionnelle. À présent, ils sont dans un autre rôle et sont appelés à un devoir de réserve. Et puis, dans le domaine de la coopération, Fraternité annonce le chef de l'État du côté de la France prochainement et renseigne que du 22 au 23 juin prochain, le chef de l'État Patrice Talon et une douzaine de présidents africains sont attendus au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le sommet s'annonce hautement stratégique au regard des bouleversements de l'ordre mondial accentués par la guerre Ukraine-Russie, la pandémie de la Covid-19 et le renforcement des BRICS, comme l'a indiqué le président français Emmanuel Macron le 18 novembre 2022 à Bangkok.
Le journal de conclure que Patrice Talon, en bon diplomate, saura bien jouer le jeu afin de bien positionner son pays dans un monde qui s'annonce multipolaire. Le Bénin a besoin d'une diversité de régimes politiques, des valeurs civilisationnelles, des styles de vie et des mentalités. Dans la suite, le matinal informe que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son verdict dans le scandale à l'Agence nationale des transports terrestres le 5 juillet 2023. 8 personnes ont été relaxées au bénéfice du doute. 2 prévenus, Agossa Charlemagne et Ahononga Évariste, ont été déclarés coupables d'abus de fonction et condamnés. Le premier écope de 24 mois de prison, dont 18 mois fermes. Le deuxième, 6 mois de prison assortis de sursis. Les 2 personnes condamnées devront être libérées ayant déjà purgé leur peine. Les prévenus étaient en détention depuis juillet 2021, période où le scandale a éclaté. Au Nigeria, où le nouveau président Bola Tinubu a annoncé la suppression de subventions sur le carburant, des protestations sont notées, ce que rapporte l'économiste du Bénin qui renseigne que des syndicats de travailleurs menacent d'aller en grève. Le trafic dans les villes se trouve de plus en plus réduit en raison de la hausse du prix du carburant induite par cette mesure du nouvel homme fort du Nigeria de mettre fin à la subvention sur le carburant. Dans un communiqué public, il déclare « Nous sommes scandalisés par la décision du président Bola Tinubu de supprimer les subventions sur les carburants sans avoir procédé aux consultations nécessaires ou sans avoir mis en place des mesures palliatives », s'est indigné le Nigeria Labour Congress, qui regroupe plusieurs syndicats. L'organisation de travailleurs s'est dite offusquée de la décision et a exigé le mercredi 31 mai 2023 qu'elle soit rapportée. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. 2 choses à garder à l'esprit pour cette journée. Déjà que c'est le 2e jour de composition pour l'examen du CEP de juin 2023. Le lancement a été fait hier. Et puis, c'est aujourd'hui, vous l'aviez suivi dans la revue de presse d'Assirmo Kanye. En ce moment, c'est aujourd'hui que la nouvelle Cour constitutionnelle va prêter serment. Ce sera devant le chef de l'État et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir suivi Actu Matin. Bonne journée.